Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour 2 heures d'actualité sur i24 News. On démarre par les grands titres de la presse régionale, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. C'est une revue de presse consacrée ce matin entièrement à l'accord de Genève. Alors historique pour les uns, dramatique pour les autres. On commence par les médias iraniens où c'est plutôt l'euphorie qui domine. Voilà, c'est presque un cri de délivrance que pousse ce matin le Iran Daily. La percée, c'est le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien iranien en langue anglaise. Un accord salué donc par le guide suprême Ali Khamenei et qui marque pour le président Rouhani l'avènement d'un nouvel Iran. Alors pour l'éditorialiste du journal, les États-Unis et l'Iran devraient d'ores et déjà se projeter dans les prochaines étapes de leur coopération retrouvée. Washington et Téhéran pourraient joindre leurs efforts pour assurer la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Et dans une envolée lyrique ou une bouffée de délire, à vous de juger, le journaliste écrit noir sur blanc, l'Iran, le pays le plus démocratique et le plus stable du Moyen-Orient, pourrait mettre en effet à profit son influence régionale pour intensifier la lutte contre le terrorisme. Voilà, rien de L'euphorie moins. donc dans les médias iraniens. L'euphorie pour l'Iran. Et puis les alliés des États-Unis, à commencer par l'Arabie saoudite, se réjouissent moins de cet accord. Oui, dans un exercice de pédagogie et de vulgarisation, c'est l'analyste politique du quotidien saoudien Al Jazeera, il s'appelle Marwan Bishara, et il répond ce matin à cette question qu'il s'est posée lui-même sur les possibles répercussions de l'accord sur la géopolitique du Proche-Orient. Et il s'attarde, Marwan Bishara, sur ce que cet accord impliquerait pour l'Arabie saoudite. Les guerres en Irak, nous dit-il, en Syrie, mais aussi les tensions au Liban et le soulèvement de la majorité chiite au Bahreïn, tout ceci a approfondi le fossé entre Riyad et Téhéran. Et l'analyste d'estimer que c'est l'Arabie saoudite qui serait la plus menacée par la détente irano-américaine et par la montée en puissance de l'influence iranienne sur la scène du Moyen-Orient. Et en Israël, comment réagissent les médias à cet accord ? Écoutez, les quotidiens israéliens ce matin marchaient en ordre dispersé. Certains vocifèrent, d'autres relativisent la portée de l'accord. Mais c'est sans doute le Israël Hayom qui a les mots les plus durs ce matin pour dénoncer ce qu'il considère comme être une trahison de l'allié américain. Avec cette caricature, d'abord, elle est signée Shlomo Cohen dans le Israël Hayom. L'accord de Genève en forme de parapluie, vous le voyez. Je vous avais promis de vous protéger, dit le secrétaire d'État américain. Chose promise, chose due, ironise le dessinateur de presse. Le journal hurle au scandale, le match était truqué, titre-t-il en une, après avoir annoncé que les États-Unis et l'Iran aient bien discuté secrètement depuis l'été, et tout cela à l'insu de l'État hébreu. Le quotidien publie pléthore d'éditoriaux et autres tribunes avec cette même conclusion partagée par Binyamin Netanyahou. L'accord conclu avec l'Iran est une erreur historique pour Dror Eidar qui ose même la comparaison, vous le voyez, avec Chamberlain qui brandit l'accord de Munich. Avec le mal, on ne négocie jamais. Le journal n'est d'ailleurs pas le seul à se sentir trahi par Washington. Dans un sondage qu'il publie ce matin, j'apprends que près de 58% des Israéliens estiment qu'Israël a été lésé par les États-Unis sur le dossier iranien. Et si 76,4% des personnes interrogées ne croient pas que l'Iran mettra un terme à son programme nucléaire, ils sont plus de 55% à se dire satisfaits de l'attitude du Premier ministre Netanyahou pendant les négociations. Autre son de cloche du côté du Maariv, calmons-nous, exhorte Nadav Eyal ce matin. Israël n'est pas abandonné seul à son sort et ce n'est pas demain que le régime des Mollahs pourra tirer une bombe sur Tel Aviv. Non, ce n'est pas Munich, pas plus que c'est Versailles pour les Iraniens. Non, l'accord est tout simplement ce qu'il est, c'est-à-dire un accord intérimaire, tout simplement un cadre d'action qui comprend des ententes modestes, oui, mais importantes. Alors plus optimiste, Alon Pinkas, lui dans les colonnes du Yediot Aharonot, estime au contraire que l'accord n'est pas une défaite, mais bel et bien une victoire pour Israël. Si l'un d'entre nous avait prédit l'année dernière qu'en novembre 2013, la Syrie serait démantelée de son arsenal chimique et que l'Iran signerait un accord limitant de manière significative son programme nucléaire, tout ceci sans la moindre implication d'Israël, il aurait été limogé sur le champ, sur le champ pour démence. Et pourtant, nous dit Alon Pinkas, telle est bien la nouvelle donne géopolitique qui se joue en ce moment au Moyen-Orient. Alors pour conclure, la rédaction du quotidien de gauche Haaretz estime de son côté qu'il faut donner une chance à cet accord. Aucun doute, assure le journal de gauche, l'accord conclu est un accord historique, un accord qui ne s'achève pas à cette signature, mais qui donne le coup d'envoi à un processus long et complexe, un processus durant lequel les grandes puissances devront être vigilantes et toujours garder en main le martinet, et oui le martinet au cas où l'Iran violerait les termes de l'accord. Une presse partagée. Merci Cyril, on se retrouve tout à l'heure.
Et voici les grands titres de l'actualité de ce lundi, une actualité largement dominée par cet accord de Genève. Tout d'abord, cet entretien téléphonique cette nuit où Barack Obama a tenu à rassurer Binyamin Netanyahou. Le président américain a proposé au Premier ministre israélien des consultations immédiates entre les deux pays. Objectif, concilier leurs efforts pour négocier une solution globale au nucléaire iranien. De son côté, le Congrès américain pourrait continuer de faire trembler l'Iran. Les élus américains, républicains et démocrates ont exprimé le même scepticisme à l'égard de cet accord. Ils se sont dit prêts à faire une pause temporaire dans l'application des sanctions contre l'Iran, mais ont annoncé dans le même temps leur intention de faire adopter un nouveau train de sanctions si l'Iran dérogeait à ses engagements. Enfin, à noter cette révélation, on l'a évoqué, des rencontres secrètes existent depuis 8 mois entre les États-Unis et l'Iran. C'est l'agence de presse AP qui l'a révélé hier, un canal secret qui a réuni depuis le début de l'été des diplomates de haut rang des deux pays dans le sultanat d'Oman. Des contacts débutés donc avant l'élection d'Hassan Rouhani, alors que Mahmoud Ahmadinejad était encore en fonction. Les Américains ont prévenu Israël de ces entretiens il y a à peine 2 mois. Et le chiffre à retenir ce matin, 7 milliards de dollars. C'est la somme qui va être réinjectée dans l'économie iranienne grâce à l'allègement des sanctions, un allègement promis à Téhéran en échange, vous le savez, de ses concessions sur son programme nucléaire. Enfin, l'image du jour, la voici dans les rues de Téhéran. Les habitants jubilent, portrait du président Rouhani à la main. Les habitants se préparent à voir leur économie reprendre du poil de la bête. Ils sont donc venus accueillir leur nouvel héros national à son retour de Genève. L'homme qui a permis, selon eux, à la nation iranienne de maintenir son honneur tout en allégeant les sanctions. Alors l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Genève est donc qualifié d'historique par la communauté internationale. Qu'a concédé l'Iran? Qu'a-t-il gagné? On fait le point dans ce reportage signé Maxime Perez et on en parle juste après. Le compromis signé entre l'Iran et les grandes puissances ce week-end se veut intérimaire. Il doit servir de base à un accord définitif qui fera l'objet de négociations pendant au moins les 6 prochains mois. En attendant d'éventuels réajustements, voilà ce qu'il prévoit. D'abord, l'Iran s'engage à ne plus enrichir d'uranium au-delà des 5% autorisés par les normes internationales et qui en principe suffisent à alimenter des centrales nucléaires ou à produire de l'électricité. Parallèlement, la République islamique devra neutraliser ou plutôt diluer la moitié de ses réserves d'uranium déjà enrichies à hauteur de 20%. Un seuil critique qui la rapproche dangereusement du nucléaire militaire, car avec ses 18 000 centrifugeuses, l'Iran n'a théoriquement besoin que de 36 jours pour atteindre un taux d'enrichissement de 90%, nécessaire à la production d'une ogive. Pour les Occidentaux, cette concession représente une victoire importante. Mais pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas développer d'armes nucléaires, l'accord s'efforce aussi de limiter ses capacités. C'est ainsi que Téhéran ne pourra installer ou activer aucune nouvelle centrifugeuse. Seules celles défectueuses pourront être remplacées, au cas par cas. Enfin, la centrale d'eau lourde d'Arak, suspectée de servir à la fabrique de plutonium, sera mise à l'arrêt pendant les 6 prochains mois. Au cours de cette période, l'Iran devra non seulement fournir des informations sur ce réacteur, mais également jouer la transparence en permettant l'accès à 2 sites sensibles, celui de Natanz et surtout de Fordo, à 80 mètres sous terre, où des centrifugeuses auraient été transférées clandestinement. Ces concessions iraniennes ont évidemment un prix. En contrepartie, les grandes puissances s'engagent à suspendre le mécanisme de sanctions qui vise le régime des mollahs, un bol d'air pour l'économie iranienne. En outre, les États-Unis s'apprêtent à débloquer près de 8 milliards de dollars correspondant à des avoirs, dont certains sont gelés depuis la révolution islamique de 1979. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Christian Mallard, journaliste consultant d'i24 News. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Barbara. Alors on vient de voir dans ce sujet la teneur de l'accord. Concrètement, est-ce qu'il va empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique? Moi, je ne pense pas, parce que quand on regarde l'accord de près, on voit qu'il n'annule pas les avancées de l'Iran dans sa quête de la bombe nucléaire. Et vous savez, on est dans une situation où on voit bien les États-Unis sont en train de se désengager progressivement du Moyen-Orient et qu'ils ont pratiquement décidé de jouer avec l'Iran pour en faire la nation qui monte,
l'Iran qui veut devenir une grande puissance régionale, et ils veulent tenter de jouer le coup avec l'Iran pour tenter de stabiliser tout le Moyen-Orient aux grandes dames, qu'on le veuille ou non, de l'Arabie Saoudite et de tous ses alliés sunnites du Golfe. Donc on est dans une situation aujourd'hui où il faut faire très attention, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, quand on interroge même les proches de Laurent Fabius à Paris, tout le monde me dit prudence, vigilance, méfiance avec le langage persan. Donc je crois que nul n'est dupe du langage persan. Simplement, on sait pertinemment aujourd'hui qu'il va falloir vérifier au quotidien toutes les visites qui pourront ou pas avoir lieu avec les membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Vienne, qui iront sur place. Parce qu'on sait très bien que les Iraniens avaient besoin de cet accord. C'était eux qui étaient très demandeurs, comme me l'avait dit un des conseillers de Laurent Fabius lors du deuxième round de négociation, parce qu'on sait pertinemment que si les sanctions avaient été renforcées par la communauté internationale et par une grande partie du Congrès américain qui allait dans ce sens, et vous le disiez tout à l'heure dans les reportages, eh bien, il y avait un risque de révolution intérieure. Et bien entendu, aujourd'hui, cet accord, et beaucoup en conviennent en privé quand on en discute, assure la survie du régime iranien, qu'on le veuille ou non. Voilà, et les Iraniens eux-mêmes le déclarent. Le président Rouhani a déclaré d'emblée que cet accord permettra à l'Iran de poursuivre l'enrichissement d'uranium. C'est une information qui n'a pas été démentie par John Kerry. Est-ce qu'on peut dire que cet accord laisse place à une certaine ambiguïté, pour ne pas dire des lacunes ? Oui, ambiguïté, vous avez raison, lacune aussi. Alors simplement, naturellement, chacun se retranche derrière le fait que c'est un accord intérimaire, un accord de 6 mois, où on se dit qu'on va regarder et qu'à la moindre erreur commise, le moindre manque de transparence que pourraient commettre les Iraniens, eh bien à ce moment-là, on en tirera les conséquences. Oui, pourquoi pas, donnons une chance à cet accord, mais encore une fois, on en revient à ce qu'on s'est dit maintes fois, prudence, vigilance. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce régime qui à tout moment critique Israël ou veut la mort de l'État hébreu? Franchement, je crois qu'on est quand même assailli par le doute. Mais bon, on est dans une configuration telle aujourd'hui, mais surtout encore, je crois que ce que les Français, et même Israéliens et autres partenaires ont du mal à digérer, c'est, vous le disiez aussi, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est que c'est un accord qui a été quand même tenu. Il y a eu des rencontres secrètes, il y en a eu plusieurs, 3 je crois, au Sultanat d'Oman, et que les Américains ont négocié quelque part un accord sur le dos de leurs partenaires, sur le dos d'Israël. Alors, et c'est une méthode franchement qu'on ne peut pas accepter. Voilà, précisément, Christian Mallard, est-ce que ces rencontres secrètes depuis 8 mois, c'est une claque de plus de Washington à la figure de Jérusalem? Quelque part oui. Parce que quand même, on dit toujours, les Américains disent toujours qu'Israël demeurera, restera l'allié privilégié des États-Unis. Et là, le fait d'avoir prévenu très tard Benjamin Netanyahou n'est quand même pas une preuve de grand respect pour le Premier ministre israélien et pour Israël et pour l'État d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on a quand même des doutes sur la façon de procéder de Barack Obama, qui certes est affaibli, est en train de vouloir se tourner vers l'Asie, de se désengager progressivement du Moyen-Orient, et c'est quand même pas la marque d'une Amérique très forte et très fiable. Voilà, et en Israël, précisément, certains comparent cet accord de Genève aux accords de Munich. Ce n'est pas peu dire. Est-ce que vous comprenez cette comparaison ? Oui et non, en partie, mais je comprends quand même qu'on soit très méfiant, et je comprends quelque part qu'il y ait une sorte de tristesse, de désillusion quand on voit la façon dont ça s'est passé. On n'en est pas là, je dirais pas que ce sont les accords de Munich quand même, mais je comprends les craintes de Benjamin Netanyahou, qui, je pense, sera plus vigilant que jamais et se réserve, comme il le dit, le droit d'intervenir si vraiment il a le sentiment que Israël et d'autres qui ont été partie prenante dans la négociation ont été trahis par les Iraniens. Encore une fois, donnons une chance, parce que je pense qu'il faut toujours donner une chance, mais avec les Iraniens, vous savez, il faut s'attendre toujours à l'inattendu. Voilà, donner une chance, c'est ce que souhaite faire Barack Obama. Un mot de sa politique étrangère, est-ce qu'il restera dans l'histoire le président de la diplomatie à tout prix, ou le président qui aura finalement permis à l'Iran de se doter de la bombe atomique ? Le président de la diplomatie à tout prix, oui, parce qu'on sent bien qu'il n'a plus du tout envie de s'impliquer dans les conflits au Moyen-Orient. Il y a eu le retrait d'Irak.
Bon, très bien, mais aujourd'hui, on voit la situation où c'est une catastrophe. Il va y avoir le retrait d'Afghanistan. Et on sait aussi qu'une fois que les Américains et les pays de l'OTAN seront partis, les talibans ont toutes les chances de revenir au pouvoir et de renverser Hamid Karzai, qui est une marionnette américaine. On le voit bien, ils ont eu du mal à s'impliquer en Syrie devant tous les massacres qu'il y a eu. Et là, aujourd'hui, ils négocient avec l'Iran derrière le dos d'Israël, derrière le dos des partenaires. Si c'est ça un prix Nobel de la paix, franchement, je ne partage pas trop. Le grand vainqueur, Christian Mallard, cet accord? Le grand vainqueur pour l'instant, parce que les choses peuvent évoluer, bien entendu, mais le grand vainqueur, c'est l'Iran, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, assure sa survie. Et j'y ajouterai même une chose, Barbara. Les gens ont oublié qu'il y a 10 ans, M. Hassan Rouhani, qui vient d'être élu nouveau président de l'Iran, était déjà dans les négociations sur le nucléaire. Et c'est lui-même qui s'est félicité à un moment donné d'avoir roulé, je cite, d'avoir roulé les Occidentaux dans la farine. Alors si on aime être roulé dans la farine, eh bien on n'a qu'à continuer. Alors qu'est-ce qui va être le plus dur pour ces 6 prochains mois? Ce qui sera le plus dur, à mon avis, c'est de voir vraiment si les Iraniens jouent la carte de la transparence. Est-ce qu'ils vont on est obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup, Christian Mallard. On se retrouve après un nouveau journal. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous et on poursuit avec les grands titres de la presse dans le monde. C'est la revue de presse internationale. Rebecca Benamou, bonjour. Bonjour Barbara. Et on ouvre cette revue de presse évidemment avec l'accord de Genève. Exactement, alors après la politique, eh bien figurez-vous qu'on va parler business ce matin, alors que les puissances occidentales s'efforcent de conclure un accord sur le long terme avec Téhéran, eh bien, certaines grandes entreprises se préparent d'ores et déjà à l'action. Alors d'après le Wall Street Journal, certaines se demandaient déjà ce dimanche comment elles pourraient bénéficier de ce nouvel accord, comment elles pourraient développer de potentielles activités en Iran. Alors, il faut savoir que si beaucoup d'entreprises évitent encore de faire des affaires avec le régime des mollahs pour une raison évidente, de peur de ternir leur image, eh bien, il y en a d'autres qui commencent déjà à se projeter dans l'avenir, mais avec précaution tout de même. Alors, au rang des enthousiastes, eh bien, on a le porte-parole de Total qui a déclaré que cet accord était une bonne nouvelle. Et Total, il faut s'en rappeler, qui avait gelé un projet gazier en Iran en 2008, à cause notamment des tensions autour du programme nucléaire et de lourdes incertitudes financières. Alors d'un autre côté, on a aussi les géants du secteur automobile qui n'ont pas perdu une miette de ces négociations avec Téhéran, puisqu'il faut le savoir, avant la mise en place des sanctions européennes, eh bien, l'Iran était l'un des plus gros producteurs automobiles au Moyen-Orient. Alors cette fois-ci, c'est un porte-parole de Renault qui a fait part de son enthousiasme au quotidien et qui a laissé entendre que dès que les sanctions seraient levées, eh bien, les activités reprendraient de plus belle à Téhéran. Voilà, business is business. Et on reste en Iran avec ce reportage publié sur le site du quotidien Le Monde qui nous fait découvrir l'envers du décor de ces négociations de Genève. Tout à fait. Alors avec cet article du Monde.fr, on entre véritablement dans les coulisses des négociations. Alors l'article décrit l'ambiance électrique qui régnait dans le hall de ce fameux hôtel intercontinental en attendant la réponse. Et alors le journaliste dit que c'est à 2h56 précise du matin que le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, est sorti le premier de cette salle de réunion. À dimanche. Exactement. Qu'il est apparu en haut des escaliers de l'hôtel et qu'il a tout de suite été assailli par la presse. Alors Laurent Fabius est d'abord resté silencieux et en guise de réponse, eh bien, il a juste levé le pouce et hoché la tête. En tout cas, ce qui a suffi à déclencher un déluge de messages sur Twitter. Un pouce levé qui est donc entré dans l'histoire des grands accords diplomatiques. Et après l'Iran, Rebecca, direction maintenant la République centrafricaine. Laurent Fabius, précisément, évoque l'éventualité d'une participation militaire de la France à une opération de maintien de la paix. Exactement. Alors dans cet appel de Laurent Fabius, il faut aussi lire entre les lignes. On peut lire un avertissement: ne laissons pas la Centrafrique devenir le nouveau Darfour. Alors c'est dans les colonnes du Figaro que le chef de la diplomatie française a choisi d'interpeller les consciences. Il commence par faire le portrait d'un pays qui entame sa descente aux enfers. Il parle de pillage, de viol, d'exécution sommaire, de recrutement d'enfants soldats. Bref, un pays tout simplement qui est appelé à devenir
une zone grise, c'est-à-dire une zone refuge pour terroristes et trafiquants de toutes sortes. Alors dans cette situation, eh bien, que peut-on faire? Selon Laurent Fabius, eh bien, tout d'abord, il faut mobiliser les autorités locales, donc les autorités centrafricaines. Deuxièmement, garantir un engagement fort de la communauté internationale d'un point de vue humanitaire d'abord. Mais pour ce faire, eh bien, il faut d'abord garantir la sécurité sur place. Alors pour cela, il y a déjà une force africaine qui est déployée sur le terrain, qui s'appelle la MISCA, qui est soutenue par la France. Mais selon Laurent Fabius, la communauté internationale doit faire beaucoup plus, financièrement et militairement, pour aider cette force sur le terrain. Voilà, pour la Centrafrique, on continue cette revue de presse avec une étude sur l'islamisme parue en Grande-Bretagne qui fait déjà beaucoup de bruit dans le pays. Oui, en effet. Alors, c'est à la une du quotidien britannique The Independent qui est paru ce rapport avec un titre fort, Gateway to Terror, donc passerelle vers le terrorisme. Un rapport publié par l'organisation qui s'intitule Hope Not Hate. C'est une organisation antiraciste qui vise en général les groupuscules, voire les partis politiques de l'extrême droite britannique, et qui pour la première fois étend son étude à l'islamisme radical. Alors en cause, eh bien, c'est l'imam Anjim Choudary, c'est un Britannique âgé de 46 ans, qui serait l'un des passages obligatoires de l'islamisme radical en Europe. Alors l'homme aurait facilité le départ de 80 Britanniques en Syrie pour combattre aux côtés d'Al-Qaïda, et ils estiment aussi qu'il a facilité le départ de 350 à 400 Européens. Alors, ironie de l'histoire, eh bien, en 20 ans d'activisme, l'homme aurait juste écopé d'une amende de 500 livres sterling pour avoir organisé une manifestation illégale devant l'ambassade du Danemark. Je ne sais pas si vous en rappelez, à l'époque de cette affaire des caricatures du prophète Mahomet. On s'en souvient évidemment, et on termine avec une invention insolite d'un couturier canadien qui serait déjà convoité par de nombreux chefs d'État et de gouvernement. De quoi s'agit-il? C'est exact. Alors moi je me demandais, est-ce qu'on peut être à la fois une icône de style et puis résister aux attaques par balles et aux attaques à l'arme blanche? Eh bien oui, la réponse est oui, grâce à ce couturier canadien et son costume 3 pièces de haute technologie, c'est désormais possible. En tout cas, c'est ce que raconte cet article du Parisien, avec un ingrédient miracle, des feuilles de nanotubes dissimulées dans la doublure de sa veste, pratiquement aussi résistante que du fer. Et le tour est joué, on a une protection ultra chic à la James Bond pour la modique somme de 14 000 euros minimum. On le voit à l'écran, c'est même très élégant comme costume. En effet. Merci beaucoup Rebecca, à demain. Merci. Et voici les grands titres de ce lundi, une actualité toujours dominée par l'accord de Genève sur le nucléaire iranien, avec tout d'abord cet entretien téléphonique cette nuit. Barack Obama a tenu à rassurer Binyamin Netanyahou. Le président américain a proposé au Premier ministre israélien des consultations immédiates entre les deux pays. Objectif, concilier leurs efforts pour négocier une solution globale au problème du nucléaire iranien. Et puis de son côté, le Congrès américain pourrait continuer de faire trembler l'Iran. Les élus américains, républicains et démocrates confondus, se sont dit prêts à faire une pause temporaire dans l'application des sanctions, mais ont annoncé dans le même temps leur intention de faire adopter un nouveau train de sanctions si l'Iran dérogeait à ses engagements. Enfin, à noter cette révélation, des rencontres secrètes existent depuis 8 mois entre les États-Unis et l'Iran. C'est l'agence de presse AP qui l'a révélé hier, un canal secret qui a réuni depuis le début de l'été des diplomates de haut rang des deux pays dans le sultanat d'Oman, des contacts débutés avant l'élection d'Hassan Rouhani, alors que Mahmoud Ahmadinejad était encore en fonction. Les Américains ont prévenu Israël de ces entretiens il y a à peine 2 mois. Et puis le chiffre à retenir ce matin, 7 milliards de dollars. C'est la somme qui va être réinjectée dans l'économie iranienne grâce à l'allègement des sanctions. Un allègement promis à Téhéran, vous le savez, en échange de ses concessions sur son programme nucléaire. Et puis l'image du jour, la voici dans les rues de Téhéran. Les habitants jubilent. Portrait du président Rouhani à la main. Les habitants se préparent à voir leur économie reprendre du poil de la bête. Ils sont donc venus accueillir leur nouvel héros national à son retour de Genève. L'homme qui a permis, selon eux, à la nation iranienne de maintenir son honneur tout en allégeant les sanctions. Voilà, on revient maintenant sur cet accord côté israélien. Binyamin Netanyahou, vous le savez, a qualifié l'accord d'erreur historique. Et dans son ensemble, la classe politique israélienne s'est montrée très dure à l'égard de cet accord. Elsa Mimoun revient sur les dernières réactions et on en parle juste après.
Les réactions sont unanimes. Les autorités israéliennes se positionnent contre l'accord signé entre l'Iran et les 5+1. Ce qui a été réalisé hier soir à Genève n'est pas un accord historique. C'est une erreur historique. Pour la première fois, les grandes puissances occidentales ont accepté d'enrichir l'uranium en Iran, tout en ignorant les sanctions votées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman, a qualifié l'accord de Genève de victoire pour l'Iran et affirme qu'Israël se réserve le droit de se défendre. L'accord signé cette nuit à Genève soulève des inquiétudes, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. La reconnaissance de facto du soi-disant droit de l'Iran à enrichir de l'uranium entraîne toute la région dans une course à l'armement nucléaire. Pour le président Shimon Peres, il faut laisser sa chance à la diplomatie. Les États-Unis tentent pour leur part de rassurer Israël. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que cet accord permettrait de rendre le monde plus sûr et de rétablir la confiance entre l'Iran et les grandes puissances après des années de tensions. L'accord rendra nos partenaires dans la région plus sûrs. Cela rendra notre allié Israël plus sûr. Ça a été un processus long et difficile. Cela a été difficile pour nous, pour nos alliés et bien sûr difficile pour le gouvernement iranien. Barack Obama, depuis la Maison-Blanche, a promis lui aussi que la résolution des États-Unis restera forte, tout comme ses engagements envers ses alliés, en particulier Israël. Bonjour Yochanan Manor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Alors Netanyahou a qualifié cet accord d'erreur historique. Ça l'est? On ne peut pas savoir, c'est possible. C'est possible. Mais je dois dire que ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou a obtenu une grande partie de ses exigences. C'est une grande réussite pour Netanyahou. Mais il y a un risque que cette réussite se développe autrement, surtout pour ceux qui connaissent bien, et beaucoup de gens connaissent bien, l'habileté des dirigeants iraniens, des diplomates iraniens et des Iraniens en général dans la politique internationale. C'est un constat. Mais c'est peut-être aussi un tournant. Personne n'en est sûr. Les Américains étaient obligés d'essayer. Surtout que, vous avez parlé tout à l'heure de ce canal secret qui a commencé au mois de mars. Au mois de mars, c'est-à-dire sous le président précédent. C'est lui qui a l'initiative de cela. Ça nous apprend quoi sur Ça nous apprend que vraiment que l'Iran était au bout du rouleau et qu'il lui fallait trouver une solution. Et sur les Américains, ça nous apprend quoi? Sur les Américains, ça apprend que ce sont des gens pragmatiques qui ont été peut-être surpris du deal qui leur a été proposé. Parce que le deal qui leur a été proposé, d'ailleurs, qui était annoncé dans une revue française, qui s'appelle Les Cahiers de l'Orient contemporain, dont le directeur est M. Sfer, et dans lequel un des auteurs annonçait, un des chercheurs annonçait qu'il allait y avoir une telle négociation, et que l'objectif de l'Iran, c'était d'obtenir une garantie américaine que le régime resterait en place et qu'il ne serait pas sous le coup d'une attaque nucléaire. Le fait que les Israéliens n'aient pas été informés de ces négociations secrètes, ça veut dire quoi sur cette alliance israélo-américaine? Ça peut vouloir dire d'abord qu'il y a toujours un problème concernant la sécurité. Nous avons su garder certains secrets, mais parfois certains secrets n'ont pas été gardés, ont été diffusés dans la presse. Et c'est aussi, vu le changement dramatique, parce que c'était ces rencontres qui ont préparé, la véritable négociation ne s'est pas faite avec les 6. Elle s'est faite entre l'Iran et les États-Unis. Elle a été préparée avant. Le principe de l'accord a été conclu avant. Et donc, c'est tellement révolutionnaire, tellement risqué, que beaucoup de pays, y compris Israël, inquiets et pas tellement convaincus qu'un tel développement était réel, qu'un tel changement était réel, aurait tout fait pour le faire capoter. Donc les Américains ont bien fait de le maintenir secret. Je ne sais pas, l'avenir le dira, parce qu'on ne sait pas qui a raison. Est-ce que la méfiance doit être encore l'élément principal dans la relation à l'égard des Iraniens, ou est-ce qu'il faut une certaine dose de jouer, quoi? Il y a un coup de dé à essayer d'entrer dans une nouvelle dynamique, et non, ça va changer énormément de choses dans la région. Ne l'accepte pas, cette nouvelle dynamique, et crie à l'erreur historique?
Alors que des garanties ont été obtenues. Parce qu'Israël tient compte de choses vraies. Netanyahou a raison de rappeler l'accord qui a foiré avec la Corée du Nord. Et ensuite, les différents accords ou pseudo-accords qui ont été passés avec l'Iran et que le régime des mollahs a réussi à tourner à son avantage sans vraiment prendre d'engagement. Donc mais en réalité, le principe de l'accord, à savoir l'arrêt, parce que cet accord il est intéressant, un bon accord, c'est un accord où tout le monde gagne. Je dis que Netanyahou a gagné, les États-Unis et l'Europe et la Russie ont gagné, mais évidemment, l'Iran aussi a gagné quelque chose. C'est pas qu'elle a été amenée à capituler. Netanyahou a gagné, il n'a pas raté cette offensive diplomatique sur cet accord? Non, il n'a pas gagné parce qu'il a justement obtenu des petits aménagements importants et il est un facteur. Et pour la suite aussi, la meilleure preuve, c'est que le président Obama l'a appelé pour travailler ensemble à ce que sera la configuration exacte de cet accord. Est-ce qu'on doit poursuivre la même stratégie C'est-à-dire qu'il y a une division, il y a un partage des rôles. Le partage des rôles, c'est que la personne dure, c'est Netanyahou, et celui qui est plus souple et plus ouvert, c'est Obama et son ministre des Affaires, Kerry, et son ministre des Affaires étrangères. Donc il y a un partage des rôles. Sans la pression... Et tout ça est organisé, orchestré entre eux? Je ne sais pas. Je le pense. Mais je n'ai pas sur quoi me fonder. C'est logique de le penser. Je pense qu'ils travaillent de concert, et même les esclandres qu'il y a de temps en temps qui accompagnent cette relation, parce qu'ils disent qu'ils sont d'accord sur l'objectif stratégique, mais qu'ils divergent sur la tactique. C'est ça la tactique. Donc je pense qu'ils sont largement d'accord, y compris sur ces coups de gueule que de temps en temps Netanyahou donne. Merci beaucoup, Yohanan Manor, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans votre morning ce lundi, c'est la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Alors, quelle est leur situation en Israël? On y revient juste après un nouveau journal. Ne bougez pas, restez avec nous. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur le plateau du Morning. Dans l'actualité de ce lundi également, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la violence faite aux femmes. On en parle, ce serait dommage d'écorcher ce mot-là aujourd'hui. Hein. Surtout aujourd'hui. Cyril, on en parle avec vous. Un mot de la situation des femmes en Israël. D'abord, Barbara a déploré ce matin encore dans les journaux israéliens une nouvelle victime qui s'est ajoutée à la trop longue liste de femmes qui ont été victimes de la violence de leur mari. C'est une femme de 60 ans qui a été poignardée à mort par son mari hier à Jérusalem. Donc voilà, une nouvelle victime. Alors à l'occasion de la journée mondiale contre la violence faite aux femmes, c'est Naamat, une organisation de protection des droits de la femme, une organisation israélienne, qui a décidé cette année de faire preuve de créativité en demandant à une chanteuse israélienne, une chanteuse très connue, puisque c'est Yardena Arazi, qui s'était distinguée lors de sa victoire à l'Eurovision. Et bien l'organisation donc lui a demandé d'interpréter une chanson, Isha Hadasha, qui s'appelle Une femme nouvelle. C'est une chanson qui a été écrite par Yehuda Poliker, un auteur israélien. Et cette chanson est interprétée donc par Yardena Arazi, et un clip a été réalisé pour les besoins de cette journée. Un clip auquel ont participé des personnalités féminines de premier plan. Mais je vous propose tout de suite de voir un petit extrait du clip et puis on en parle tout de suite après. שלום, את הילד תקחי, והפעם לכי, הפעם לכי,
פעם לכי. במטוס אם צריך, במונית, ברכבת, רחוק מהר ועכשיו. את חייבת, את חייבת, את חייבת. ויגיד ששגה ויציע סליחות, יקשור הבטחות, אל תקשיבי אחות, אל תתני לו לגעת. הוא לא ישתנה לעולם, לא, הוא לא ישתנה. את יודעת, את יודעת, את יודעת. Cyril, beaucoup de personnalités israéliennes de premier plan. Dans ce clip, c'est un vrai fléau qui touche la société israélienne. Peut-être quelques mots sur le clip. On a vu, nos téléspectateurs ne les connaissent très certainement pas, mais on a vu des personnalités politiques de premier plan. Il y a Tzipi Livni, la ministre de la Justice, Zehava Galon, la une chef de file d'un parti d'opposition, du parti d'opposition Meretz, mais aussi Limor Livnat, ministre de l'Éducation, des journalistes, des actrices, des juges, bref, de tous bords, des personnalités de tous bords. On a vu aussi des communautés bien représentées. On a vu une juive éthiopienne. On en reparlera tout à l'heure. Donc quelques chiffres, c'est en tout, on l'a vu dans le clip, 150 femmes qui ont été tuées durant ces 10 dernières années en Israël. C'est un chiffre important. 2013, pour la seule année de 2013, 14 femmes ont été tuées, une 15e, on l'a dit tout à l'heure, s'est ajoutée à la liste, et 600 femmes et 850 enfants vivent aujourd'hui dans des refuges, dans les centres d'accueil, dans les refuges pour femmes battues en Israël. Alors on l'a vu dans le clip, on voit à un moment donné une juive éthiopienne, alors sans vouloir stigmatiser évidemment, puisque le meurtre conjugal n'épargne aucune couche de la population israélienne, mais de nombreux cas ont été recensés au sein des familles de juifs éthiopiens, et ce, je crois, pour trois raisons. Tout d'abord, les familles nombreuses, et puis une paupérisation des juifs éthiopiens en Israël, des difficultés économiques qui génèrent souvent des tensions au sein de la famille et qui se traduisent souvent par des meurtres. Et puis le statut de la femme. Vous savez, le statut de la femme éthiopienne a changé dans un modèle traditionnel, familial en Éthiopie. La femme avait un statut d'infériorité par rapport à l'homme. En Israël, la tendance est inversée. Les femmes s'adaptent souvent mieux que les hommes à leur nouvelle vie israélienne, et c'est souvent elles qui subviennent aux besoins de leur famille. Et ça, les hommes, c'est la Maryland accepte très difficilement. Et puis, troisième et dernier point, et je terminerai sur ça, c'est aussi le rôle du chef de tribu qui a disparu, chef de tribu qui jouait un rôle de médiation dans les familles éthiopiennes et qui souvent apaisait les tensions. Ce rôle a disparu, et malheureusement... Difficile d'intégration peut-être aussi pour ces familles éthiopiennes. Tout à fait. Qui ont du mal à s'adapter à la société israélienne. Absolument. Voilà donc pour cette journée mondiale contre la violence faite aux femmes et la situation en Israël. Merci beaucoup. Cyril, à demain. Et à l'occasion de cette journée internationale contre la violence faite aux femmes, je vous propose ce reportage. C'est une enquête exclusive sur un réseau de traite des blanches de jeunes filles syriennes. Le réseau opère ces derniers mois dans plusieurs camps de réfugiés, des réfugiés syriens, notamment en Jordanie. Nos équipes ont passé plusieurs jours dans un de ces camps à vendre filles syriennes. C'est un reportage d'Enrique Zimmerman pour i24 News. Nous sommes au nord du royaume de Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, et nous arrivons dans le camp de réfugiés d'Al-Zaatari, le deuxième plus grand au monde. L'exode syrien est probablement le plus important de l'histoire récente. 7 millions de Syriens ont perdu leur foyer durant la guerre civile qui sévit dans leur pays. Un demi-million de Syriens ont franchi les frontières du pays voisin, la Jordanie. 150 000 personnes essayent de survivre dans cet univers. Ici, chacun traîne son passé. Ils ont échappé à l'enfer, mais ils savent que ce n'est pas le paradis qui les attendait. Ils ont marché des jours durant pour éviter l'armée syrienne qui les poursuivait.
Beaucoup sont morts sur le chemin, frappés par les tirs de soldats ou ont été capturés à la frontière. D'autres restent prisonniers de leur destin. Chaque fille a sa propre histoire. Certaines sont jeunes, d'autres plus âgées. La dernière à être venue me voir était jeune. Elle avait 15 ans. Il en avait 70. Muhammad travaille en tant qu'entremetteuse. Elle nous raconte la fin de l'histoire de cette rencontre arrangée. Seulement une semaine après le mariage, il a demandé le divorce. La fille s'est tout simplement effondrée. Elle est tombée malade et ils l'ont emmenée à l'hôpital, où elle est restée plusieurs jours. Fille à vendre, ou la terrible réalité de certaines filles syriennes qui ont déjà tout perdu. Pour les familles des filles, peu importe qu'ils soient laids ou pas. Ce qui importe, c'est qu'il ait de l'argent. Allez, on poursuit avec un autre titre de l'actualité. Cette semaine, on marque la 29e année de détention de Jonathan Pollard. Alors Jonathan Pollard, on s'en souvient, c'est ce juif américain reconnu coupable d'espionnage au profit d'Israël et condamné à la perpétuité par les autorités américaines. Il est toujours en prison et il est aujourd'hui dans un état de santé précaire. Et malgré toutes les pressions israéliennes, année après année, eh bien Washington refuse de le libérer. On en parle avec vous, Daniel Haïk, bonjour. Bonjour. Consultant i24 News. Alors d'abord, en quelques mots, l'affaire Pollard, c'est quoi? Alors d'abord, c'est la 28e année, on rentre dans la 29e année. L'affaire Pollard, c'est une affaire qui a, on va dire, entaché, même presque empoisonné les relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis, en particulier au milieu des années 80. Jonathan Pollard est un juif sioniste qui est engagé dans la marine américaine et qui va servir dans le département des renseignements de la marine. Et au début des années 80, en 82, 84 en particulier, il va avoir accès à des informations top secrètes qu'il va peu à peu fournir de manière presque, on va dire, officielle à l'État d'Israël avec des instructeurs qui vont être ses contacts aux États-Unis et des informations qui sont précieuses pour l'État d'Israël, mais donc il va espionner pour le compte d'un État ami sans avoir du tout la volonté de trahir son propre pays. Mais de sa propre initiative, il n'a pas été recruté par le Mossad. Il n'a pas été recruté de sa propre initiative, par sionisme, par idéologie, et surtout parce qu'il avait remarqué qu'en fait les États-Unis cachaient à Israël des informations top secrètes qu'ils auraient dû lui fournir dans le cadre d'un accord de coopération stratégique. Alors il va fournir ces informations, il va se faire repérer en 1985 et lorsqu'il se sent repéré, il essaye de s'enfuir vers l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Israël à Washington. Le responsable de l'ambassade à cette époque ne le laisse pas entrer et donc il est capturé par les agents du FBI. Il va être traduit devant la justice américaine et là il va y avoir un coup de théâtre. C'est-à-dire après que Israël et les États-Unis soient parvenus à un accord sur une peine de prison relativement, on va dire, modeste d'une dizaine d'années de détention, après que le procureur lui-même n'ait réclamé que entre guillemets 20 ans, eh bien il va y avoir un tournant à la suite d'un document qui est fourni par celui qui est à l'époque le secrétaire général, le secrétaire d'État à la Défense américain Caspar Weinberger, un document de 46 pages, eh bien le juge de ce tribunal va totalement modifier son approche et va condamner Jonathan Pollard à la réclusion à perpétuité sans possibilité d'être libéré. Donc voilà, il est en prison à vie. Comment Israël se comporte tout au long de ces années-là? Alors, tout d'abord, Israël se comporte de manière embarrassée. C'est délicat, effectivement, puisque effectivement il y a eu coopération entre Jonathan Pollard et un des services, on va dire, du Mossad, du ministère de la Défense. C'est pas le Mossad israélien, mais c'est le ministère de la Défense. Il y a une collaboration. Donc Israël est embarrassé et Israël essaye de se démarquer de Jonathan Pollard. La preuve, c'est pour ça qu'il ne lui ouvre pas les portes de l'ambassade. On n'ouvre pas les portes et puis on va se démarquer, on va essayer, les Israéliens vont restituer les milliers et dizaines de milliers de documents que Jonathan Pollard leur a fournis, vont les restituer aux Américains, mais par la suite il va y avoir un changement. À partir de 1900, on va dire c'est Yitzhak Rabin qui est le premier ministre qui va prendre ce dossier à cœur et qui va essayer d'œuvrer pour une libération de Jonathan Pollard, pour qu'il obtienne la nationalité
nationalité israélienne, parce qu'il était donc américain. Il va l'obtenir en janvier 1996. Et à partir de là, il va y avoir une mobilisation de la part des gouvernements israéliens en faveur de Jonathan Pollard. Benjamin Netanyahou va essayer de le libérer dans le cadre des accords de White Plantation, mais de manière stupéfiante, les Américains refusent, Bill Clinton refuse systématiquement. Et pourquoi on sait qu'aujourd'hui que George Tenet, qui était à l'époque le chef de la CIA, avait déposé sa démission et avait menacé de démissionner si Jonathan Pollard était libéré. Pourquoi cette ténacité américaine? Alors là, il y a plusieurs explications. D'abord, il y a le fameux problème de la double allégeance des Juifs américains. Ça, c'est un problème qui dérange aux États-Unis. Il fallait que Jonathan Pollard soit un exemple pour d'autres Juifs qui pourraient être tentés, qui auraient pu être tentés d'espionner pour le compte d'Israël. Après, il y a d'autres informations. Il paraîtrait, mais là, on n'a pas d'informations précises, que le document fourni par Caspar Weinberger, donc à la veille du verdict de son procès de Jonathan Pollard, était un document qui détaillait tous les dégâts causés par les informations fournies par Jonathan Pollard. Par la suite, il s'est avéré que l'adjoint de Caspar Weinberger avait affirmé que, en fait, il n'y avait pas de dégâts majeurs. Alors, d'une manière ou d'une autre, on veut montrer Jonathan Pollard comme un exemple, et c'est l'une des explications de cette fermeté, de cette rigidité de l'administration américaine à refuser jusqu'à ce jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans une période plus propice à sa libération, 28 ans après sa condamnation? Alors justement, c'est ce que les proches de Jonathan Pollard, sa famille, en tout cas sa femme, ceux qui ont milité pour sa libération réclament. Ils disent que tout simplement, ils avons plusieurs raisons assez bonnes. La première est qu'aujourd'hui, on sait que même l'administration Obama espionne ses amis. On l'a vu avec le cas d'Angela Merkel. Oui, le scandale de la NSA a révélé que les Américains espionnent les pays amis. Donc s'ils le font, bien, d'une certaine manière, Jonathan Pollard n'a pas fait grand-chose d'autre. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, on est dans un processus de paix entre Israël et les Palestiniens dans lequel on voit Israël accepte, pour faire progresser la paix, de libérer des terroristes palestiniens. Donc Israël pourrait réclamer aux États-Unis de faire un geste dans le même ordre en libérant Jonathan Pollard. Et puis, il y a aussi cette constellation dans laquelle on se trouve avec cet accord de Genève, une époque de dialogue, de réconciliation entre même des régimes dictatoriaux avec des régimes dictatoriaux comme celui de l'Iran. Peut-être c'est une période favorable. Et puis il y a l'aspect humanitaire, car Jonathan Pollard est détenu donc depuis 28 ans. Et il est dans quel état aujourd'hui, Jonathan Pollard ? Dans une situation, dans un état de santé précaire. Il souffre, il est malade. Il faut savoir qu'il a été plusieurs fois hospitalisé. C'est la seule fois d'ailleurs où il n'a obtenu aucune permission. Regardez, il y a 2 ans, son père agonisait et il est décédé. L'administration américaine a refusé de le laisser assister à ses obsèques. Donc c'est dire cette fermeté des Américains. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ne la comprennent pas, y compris des gens qui ont eu des responsabilités dans l'administration américaine, comme George Shultz, des anciens secrétaires d'État américains, qui ont appelé à sa libération. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on veut, au côté israélien, profiter peut-être de ce douloureux anniversaire pour essayer d'obtenir sa libération, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. Affaire à suivre, merci beaucoup Daniel Laïc. À suivre, fini les héroïnes blondes et pulpeuses. La dernière Miss Marvel est américaine mais d'origine pakistanaise. Elle est musulmane. On en parle tout de suite après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv sur i24 News et on poursuit cette édition par l'actualité sur Internet. C'est la revue du web. Julien Balloul, ce matin, bonjour. Bonjour Barbara. Et on commence par le web iranien. Est-ce qu'il est euphorique au lendemain de l'accord de Genève ? Oui, vous le savez, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien lui-même qui a fait l'annonce d'un accord via Twitter, une annonce qui a fait un peu l'effet d'une bombe, excusez-moi du jeu de mots vu qu'on parle du nucléaire iranien. Regardez ce message, nous avons atteint un accord. C'est le premier, C'est le premier message posté en plein milieu de la nuit, Barbara, par le ministre des Affaires étrangères iranien, ministre qui est un peu devenu une star des réseaux sociaux, il faut le souligner. Twitter est interdit en Iran, mais le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres officiels iraniens l'utilisent à tout va, et lui c'est une star. Du coup, les pro-iraniens
se sont réjouis sur Twitter. Vous allez voir plusieurs messages envoyés au ministre des Affaires étrangères. Merci monsieur, félicitations. Les messages pro-iraniens ont afflué, ça a été assez impressionnant. Et le message qu'on a vu juste avant a été retweeté des milliers de fois. Et pourtant, on était en plein milieu de la nuit. Les Iraniens donc qui par suivaient les Iraniens, en fait. Mais aussi par les journalistes. Je pense que si vous aussi vous avez vu ce message au plein milieu de la nuit, vous l'aurez peut-être retweeté pour annoncer aux autres, à vos amis qu'il y a un C'était l'annonce de l'accord, évidemment, que tout le monde a réutilisé. Absolument. Par contre, côté israélien, gros scepticisme. Vous allez voir quelques tweets de pro-israéliens très en colère de cet accord qui s'inquiètent notamment pour Israël. Quand l'Iran se dotera de la bombe atomique, vous ne venez pas pleurer ensuite, espérant que d'ici là, Tsahal fera ce qui est nécessaire. Évidemment, référence à d'éventuelles frappes militaires israéliennes. Ou encore le suivant, un autre tweet pro-israélien inquiet. Accord avec l'Iran pendant ce temps à Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei menace Occident et Israël. Pour rappeler que le régime iranien, lui, n'a pas changé. Et enfin, peut-être une caricature qui montre un peu ce que les pro-israéliens estiment un jeu de dupes dans ces négociations, Barbara. Voilà pour le dossier donc, du nucléaire iranien sur Internet. On reste dans la région, Julien, pour parler du Liban qui a fêté il y a quelques jours son indépendance, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Tsahal sur les réseaux sociaux. Oui, c'est assez surprenant que ce soit Tsahal qui réagisse à l'anniversaire du Liban. C'est pas n'importe quel anniversaire, c'est le 70e anniversaire de l'indépendance du Liban. Or, Tsahal a un message. Selon l'accord de l'indépendance du Liban, l'armée libanaise devait gérer tout le pays. Or, qui gère le Liban selon Tsahal, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est quoi? Le bras armé de l'Iran. Regardez le message de Tsahal. إيران قوية، إيران صلبة، إيران مقتدرة، إيران موحدة، إيران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم. إيران 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 إيران. Alors, je ne sais pas si on a bien vu le chef du Hezbollah qui dit l'Iran est puissant, l'Iran est un leader, l'Iran est ci, l'Iran est ça, pour dire en gros, ça veut dire, regardez qui décide des actions de Liban, c'est l'Iran via le Hezbollah. Et ça, c'est ça sur son site internet, sur en Facebook. Plusieurs langues. Ça, c'était sur YouTube, mais ils l'ont reposté aussi sur Facebook, ils l'ont reposté sur le site, en plusieurs langues, toutes les langues étrangères. C'est fréquent que Tsahal, le porte-parole de Tsahal, utilise Internet comme ça pour ses campagnes? Oui, c'est très fréquent. On est à 1 an de la fin de l'opération Pilier de défense, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Israël, aujourd'hui, est devenu très puissant. L'armée israélienne est devenue très puissante sur les réseaux sociaux et communique à l'intention de la communauté internationale via Twitter, Facebook, YouTube, etc. Et dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. Vous l'avez dit. 6 langues. On referme cette revue du web, Julien, en passant par la France, où la Fondation Abbé Pierre lance sa campagne de sensibilisation pour l'hiver qui approche comme chaque année. Oui, c'est un peu difficile d'en parler vu que derrière vous, il y a la mer et qu'il fait très beau et très chaud à Tel Aviv. C'est vrai qu'on ne sent pas l'hiver à Tel Aviv. On ne sent pas encore l'hiver, il va faire très chaud encore cette semaine. Mais en France, ce n'est pas le cas, il fait très froid. Il y a beaucoup de SDF, 140 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Et le message de cette année, le message choisi pour la communication, ces SDF que vous voyez dans la rue ont eu un passé. Aidez-nous à leur retrouver un avenir. Regardez. Avaient un passé, on ne sait pas quel sera leur avenir. Joli message, la Fondation Abbé Pierre. Oui, absolument, avec les verts qui arrivent en Europe. Merci, Julien Baloul. Bonne journée, Barbara. Et voici les grands titres dans l'actualité de ce lundi, une actualité toujours dominée par cet accord sur le nucléaire iranien conclu à Genève, avec tout d'abord cet entretien téléphonique cette nuit où Barack Obama a tenu à rassurer Binyamin Netanyahou. Le président américain a proposé au Premier ministre israélien des consultations immédiates entre les deux pays. Objectif, concilier leurs efforts pour négocier une solution globale au nucléaire iranien. Et de son côté, le Congrès américain pourrait continuer de faire trembler l'Iran. Les élus américains, républicains et démocrates confondus, se sont dit prêts à faire une pause temporaire dans l'application de nouvelles sanctions, mais ont annoncé dans le même temps leur intention de faire adopter un nouveau train de sanctions si l'Iran dérogeait à ses engagements.
Enfin, à noter cette révélation, des rencontres secrètes existent depuis 8 mois entre les États-Unis et l'Iran. C'est l'agence de presse AP qui l'a révélé hier, un canal secret qui a réuni depuis le début de l'été des diplomates de haut rang des deux pays dans le sultanat d'Oman. Des contacts débutés avant l'élection d'Hassan Rouhani, alors que Mahmoud Ahmadinejad était encore en fonction. Et puis le chiffre à retenir ce matin, 7 milliards de dollars. C'est la somme qui va être réinjectée dans l'économie iranienne grâce à l'allègement des sanctions. Un allègement promis, vous le savez, à Téhéran en échange de ses concessions sur son programme nucléaire. Enfin, l'image du jour, la voici dans les rues de Téhéran. Les habitants jubilent. Portrait du président Rouhani à la main. Les habitants se préparent à voir leur économie reprendre du poil de la bête. Ils sont donc venus accueillir leur nouvel héros national à son retour de Genève. L'homme qui a permis, selon eux, à la nation iranienne de maintenir son honneur tout en allégeant les sanctions dans le pays. Virginie Khalifa, bonjour. Bonjour Barbara. Vous avez couru pour arriver au studio. J'ai couru, je voulais être là. Attends, c'est bon, tout va bien. Alors vous êtes sur le plateau ce matin pour nous présenter un reportage que vous avez tourné dans le nord d'Israël, dans le village de Klil. Vous êtes allé à la rencontre d'artistes, c'est le deuxième volet que vous nous présentez ce matin. Effectivement, alors on avait déjà été dans ce village, à Klil. C'est un village qui a été fondé il y a 34 ans, un village écologiste avec beaucoup d'artistes. On avait rencontré un peintre, Alon Porat. Cette fois-ci, je suis partie à la rencontre de deux autres artistes. Il s'agit d'un couple, Alon et Batia Gil, que je vous propose de découvrir tout de suite. Alon et Batia sont un couple d'artistes plutôt original du village de Klil, situé en Galilée occidentale entre mer et montagne dans le nord d'Israël. Ils nous ont ouvert aujourd'hui les portes de leur studio, la galerie Jara, où les deux artistes travaillent le verre, la céramique et la terre cuite. Shalom Batia. Bonjour Batia, je suis vraiment ravie d'être ici. Merci de me recevoir dans vos studios. C'est donc ici que votre mari et vous-même travaillez. C'est ici que je travaille. C'est le studio Jara où l'on travaille le verre et la céramique. Ce que vous voyez dehors, c'est ce qu'on fait et qui est destiné à un usage plus fonctionnel. Tout ce qui peut être utile aux gens et que les gens aiment bien avoir chez eux. Plus tard, je vous montrerai l'intérieur des studios où se trouvent des objets plus artistiques, des objets de décoration. Ayant étudié l'art à l'Académie de Bezalel, il propose différentes œuvres comme des objets décoratifs, des bijoux, des meubles, des fontaines et bien d'autres petites surprises. Mais attention, à chacun son art. Vous avez quoi ici? Parce que je vois de très jolies choses et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Ça, c'est mon travail sur le verre. Mon mari, Alon, vous parlera tout à l'heure de ce qu'il fait sur la céramique. Alon et votre mari, vous travaillez ensemble? Non, on travaille chacun de notre côté. On a le même studio, mais on ne travaille pas ensemble. Et chacun a sa spécialité. On a très vite compris que vivre ensemble, élever des enfants ensemble et travailler ensemble était trop difficile. Mais c'est la première personne à qui je parle ou montre mes œuvres, et c'est la même chose pour lui. Alors voici mon four, je l'ai construit il y a 20 ans. Ce four marche au gaz et non pas à l'électricité. Aux commandes de la céramique, c'est Alon. Il a commencé par créer de petits plats. Aujourd'hui, ce sont de grands hôtels qui font appel à lui. J'ai pour habitude de faire de la céramique d'usage, mais ce que vous voyez là, c'est plus artistique. On pourrait le qualifier de pop art. Je ne sais pas vraiment si on peut l'appeler comme ça. J'utilise des images digitales qui sont des icônes dans la région. Zohar Argov, qui est une grande star israélienne et qui est une partie de mon histoire, de ma culture. Elle, c'est Kalsoum, une chanteuse égyptienne. Elle est musulmane. Ça représente l'histoire de la région où les peuples vivent ensemble et ça dévoile une morale détachée de la politique qui prend en compte les problèmes du pays. La mort en général, mais aussi la vie. Elle travaille le verre, elle aime l'association des matières, elle a commencé à créer des bijoux et aujourd'hui elle décore nos maisons. Dehors, c'était plus fonctionnel. Ici, c'est plus des pièces d'art, comme ces pièces-là qui ont été exposées. Je vois encore vos deux artistes préférés. Et oui, ici, j'ai utilisé Zohar Argov ou Kalsoum parce que je les aime vraiment beaucoup. Lui, c'est un homme juif et elle, une femme musulmane. Il représente aussi Adam et Ève. Je cherche toujours le personnage chrétien pour compléter la trilogie. C'est comme dans le blues, je prends la peine que j'ai en moi et j'essaie d'en faire quelque chose de beau à travers mon art.
Alors Virginie, on le voit, hein, cet artiste peint des icônes avec des larmes dans des couleurs sombres. Pourquoi est-il si accablé de tristesse ? Alors il est très inspiré par son histoire, par sa vie, par Israël. Vous l'avez vu, hein, un homme juif, une femme musulmane. Il me disait aussi chercher encore un personnage chrétien pour compléter la trilogie. Alors c'est vrai qu'après plusieurs échanges avec lui et sa femme, je me suis assez vite rendu compte qu'ils étaient très touchés par les conflits dans le Moyen-Orient. Et finalement, ce qu'ils recherchaient, c'était de regarder le côté positif dans tout ça et de le ressortir et d'essayer de représenter un idéal à travers leur art, d'où l'association de ces deux grandes icônes, ces deux grands chanteurs, pour l'un qui est israélien et l'autre égyptien. Et arabe, la réconciliation par l'art, c'est l'espoir aussi qu'il veut faire passer ? Exactement, c'est aussi un espoir parce qu'on a vu les larmes sur le reportage. Alors, qui dit larmes peuvent être des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de joie. Et c'est pas pour rien qu'ils se sont installés à Clil, parce que ce petit village, en fait, ce qui fait sa spécificité, c'est aussi que les musulmans, les juifs et les chrétiens vivent ensemble en paix et dans le bonheur et en harmonie, exactement. Merci beaucoup Virginie Khalifa. Et pour notre chronique consommation et tendance du jour, on va parler d'une nouvelle super-héroïne. Elle est américaine, d'origine pakistanaise, elle est également musulmane. On en parle avec vous, Johan Waki. Qui est-elle ? Bonjour Barbara. Alors effectivement, notre super-héroïne est musulmane, d'origine pakistanaise, et elle vit à Jersey City, dans l'est des États-Unis, avec sa famille. Mais ce n'est pas une héroïne lambda, puisqu'en fait, en février prochain, elle rejoindra l'écurie des héros de Marvel, aux côtés de Batman, Spider-Man et autres X-Men. C'est une jeune héroïne de 16 ans, elle est donc adolescente, elle s'appelle Kamala Khan, et les premières images qu'on devrait apparaître bientôt sur l'écran. Donc nous allons découvrir sa tenue. Voilà, donc on la voit avec une tenue plutôt moderne, avec un éclair jaune donc sur son t-shirt doré. Voilà, donc c'est les premiers dessins. On a vu sa famille effectivement juste avant. Alors, Miss Marvel, elle a des super pouvoirs ? Miss Marvel a des super pouvoirs. Je vous propose d'écouter les quelques mots de la rédactrice en chef de la collection Miss Marvel qui va nous en dire un peu plus sur ce nouveau personnage. On l'écoute. It's to create a story for all those little girls out there who don't see a version of themselves, particularly in pop culture and in entertainment, because that's where they're looking. They're not looking in the news. And if they do look in the news, I don't want them to see what they're saying about Muslim Americans. But it's really not just for Muslim Americans, it's for all little girls. Kamala Khan is not just a Muslim, and she's not representing all Muslims. She's just representing one. Alors, quels sont ses super pouvoirs à Kamala Khan ? Alors, ses super pouvoirs, elle a en fait la possibilité de faire gonfler ou rétrécir ou agrandir son corps et ses différents membres. Elle peut donc allonger ses jambes pour faire des sauts très, très, très hauts. Elle peut allonger ses bras, elle peut gonfler ses poings pour avoir une puissance assez spectaculaire. Voilà, c'est des super pouvoirs plutôt nouveaux dans la collection des héros Marvel. On aura compris, c'est de la BD, Marvel, évidemment. Exactement, c'est les comics. Mais c'est pas la première super-héroïne musulmane à faire son apparition dans le monde de la BD. C'est pas la première héroïne musulmane. On en dénombre principalement les trois grandes héroïnes. On a en 2002 Marvel qui lançait un personnage appelé Soraya Kadir, qui se faisait appeler Dust, une super-héroïne voilée qui a intégré le clan des X-Men. On a également en 2011 DC Comics, qui est le concurrent numéro 1 de Marvel, qui avait lancé Bilal Assala, un franco-algérien censé représenter Batman en France. Et plus récemment, on a vu apparaître Burqa Avenger. Donc Burqa Avenger, c'est une Pakistanaise encore une fois, voilée cette fois, voilà, dont on peut voir quelques extraits de la bande-annonce à l'image, dont la mission était de sauver les écoles du Pakistan et de faire en sorte que les enfants continuent à apprendre. Voilà, une super-héroïne en burqa, c'est un peu loin des clichés finalement de la femme musulmane. C'est une nouvelle représentation de la femme musulmane. C'est une nouvelle représentation de la femme musulmane et Marvel a effectivement pris le parti de ne pas voiler son héroïne. C'est un parti plutôt osé qui pourrait amener à deux grands types de critiques principales. D'un côté, les anti-musulmans qui pourraient voir en cette nouvelle héroïne une représentation plutôt osée de la jeune adolescente américaine moyenne, et d'autre part, les musulmans eux-mêmes
qui pourrait voir une incarnation plutôt dérangeante de la femme musulmane moderne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les anti-musulmans aux États-Unis sont très présents. On dénombre une augmentation de 50% des crimes islamophobes aux États-Unis entre 2009 et 2010. Donc on attend les réactions des Américains avec suspense et grande attention. La BD sort quand ? En février prochain, en février 2014. On l'attend, la nouvelle Miss Marvel. Merci beaucoup Yohan Waki, merci Virginie Khalifa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir choisi. Restez avec nous, beaucoup d'infos à suivre sur i24 News. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.